Ouais, celui-là, il marche? Ouais. Ouais, il marche. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vais rester debout parce que je suis beaucoup plus à l'aise pour parler dans cette position. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence avec nous ce soir, à l'occasion non pas véritablement de Yom HaShoah, mais de la clôture de cette journée de commémoration, de souvenir des disparus pendant cette période de l'histoire. Alors, j'ai oublié la manière dont on a intitulé le titre de la soirée, c'est Transmission, nouvelle forme, transmission de la mémoire de la Shoah. Alors, je ne vais pas faire le rabbin en décomposant chacun des mots pour comprendre ce qu'on entend par transmission, ce qu'on entend par mémoire, ce qu'on entend par Shoah, mais simplement essayer dans un premier temps de réhistoriciser et de comprendre la raison pour laquelle on réfléchit à cette question de la transmission et de la manière dont on va chercher à le faire avec vous quatre. Souvent, on parle de l'idée que dans les années qui ont suivi la Shoah, on n'a pas eu de témoignages, on n'a pas eu de capacité, de possibilité pour les rescapés de s'exprimer et transmettre, raconter ce qu'ils avaient vécu. Quand on regarde attentivement les publications des années d'après-guerre, on se rend compte que la chose est plus compliquée. Et je vous renvoie à ce titre, par exemple, à un ouvrage de François Azoubi qui s'appelle « Le mythe du grand silence » et qui montre la façon dont les rescapés ont cherché à parler, la manière dont toute une série de publications, de textes ont vu le jour, mais le fait est qu'il était probablement trop tôt, et s'il y avait des bouches pour raconter, il n'y avait pas forcément encore d'oreilles pour entendre. Quand on pense à un livre comme « Si c'est un homme », on sait que c'est un livre qui est sorti en 1947, donc quelques années seulement après 1945, et qui a commencé à être rédigé en 1945 et qui pourtant est sorti avec un tirage confidentiel. Si on regardait les publications de l'époque, on verrait qu'on a beaucoup de témoignages, beaucoup de textes qui n'ont pas encore été entendus, lus à cette époque, et que dans les familles, il était très difficile d'avoir les oreilles, la capacité d'entendre ce qui était raconté, cette expérience. Et il faut attendre les années 60 pour passer à ce qu'une historienne comme Annette Dievorka a appelé l'ère du témoin. On a le procès Eichmann, le procès de Francfort, plus tard, quelques décennies après, en France, un procès comme celui de Klaus Barbie, qui va mettre au centre la parole du témoin, qui va permettre d'entendre le discours, le propos de ceux qui sont passés par l'enfer, et on va voir se mettre progressivement en place une sorte d'institutionnalisation de la figure du témoin, avec, à l'échelle internationale, des personnalités comme Elie Wiesel, en France, à une échelle plus nationale, une personnalité comme Simone Veil, et de façon générale, au mémorial de la Shoah, dans les lycées, dans les salles au travers du pays, d'anciens déportés qui vont venir témoigner, qui vont venir raconter leur expérience. Alors, quand on regarde les dates, si on pense à 1945, un enfant juif qui serait né quelques mois avant mai 45, avant l'armistice, on parle de quelqu'un qui aujourd'hui a 78 ans. C'est un âge assez important. Si on pense à l'âge qu'il faut pour pouvoir avoir été témoin, pour avoir une mémoire visuelle, avoir des scènes à raconter, à faire revivre, il faut encore ajouter quelques années. Et pour être sorti vivant d'un camp de concentration, il faut avoir quelques années encore en plus. Ce qui fait que les rescapés, les témoins directs sont de moins en moins nombreux et que se pose la question pour nous de savoir comment être à notre tour les témoins des témoins. Comment faire que cette histoire continue de vivre. Il y a moins de 15 jours, moins de 2 semaines encore, pour la plupart d'entre nous, nous étions assemblés autour de la table du Seder pour raconter une histoire. Raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Raconter une histoire réelle, mythique, peu importe, une histoire en tout cas considérée comme fondatrice de l'histoire du peuple d'Israël. Et on a dit, chacun d'entre nous doit se considérer comme s'il était lui-même sorti du pays d'Égypte
Et chacun d'entre nous a le devoir de raconter à son enfant l'expérience qui a été celle de la sortie d'Égypte et de la libération de l'oppression et de l'esclavage. Et c'est véritablement ce qui va nous intéresser ce soir. Comment, quel que soit son parcours, quelle que soit son origine, quels que soient ceux auxquels on s'adresse, on cherche à transmettre un événement comme celui-là, la connaissance d'un souvenir, la connaissance d'une mémoire comme celle-là. Je ne sais pas si vous connaissez un petit livre du philosophe allemand Günther Anders qui s'appelle « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Et dans ce livre, il développe un concept qu'il appelle la supraliminarité. Et il s'inspire de ce qui va exister en biologie, en médecine, concept d'infraliminarité, et c'est le moment où on a un signal nerveux dans le corps, mais qui est tellement faible qu'il peut être mesuré par différents outils, différentes techniques, mais que l'humain, le sujet qui reçoit ces informations nerveuses, n'est pas capable de les ressentir. Et en s'inspirant de cette idée d'infraliminarité, lui va développer le concept de supraliminarité, et c'est l'idée qu'on a certains événements, certains chocs qui sont à ce point puissants, à ce point grands, qu'on n'est pas capable non plus de les réceptionner, de les intellectualiser et de les faire passer dans le discours, ce qui prend évidemment du temps. Alors c'est la raison pour laquelle on a voulu réfléchir à cela avec vous quatre, Pierre Marlière, Elisa Zoghi-Burlat, Karine Bouvatier et Alain Grana, qui, chacun à votre manière, travaillaient à cette transmission. Pierre Marlière en tant qu'éditeur, et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que vous avez fait parce que j'aimerais tout à l'heure, dans un instant, vous donner la parole pour raconter justement cela. Donc, Pierre Marlière qui est éditeur, donc qui transmet cette mémoire par le texte, par des écrits que vous trouverez très facilement en librairie, chez Grasset. Je ne sais pas si vous avez des exemplaires à nous montrer tout à l'heure. Je pense que Jean-François en a. On en aura. Elisa Zoghi-Burlat qui a réalisé un certain nombre de podcasts pour Louis Média, donc des enregistrements sonores qui viennent garder la voix, garder le timbre des voix des rescapés et raconter leur histoire de cette manière-là. Karine Bouvatier, qui est l'auteur d'un livre de photos et de photographie avant cela, qui ont cette particularité de mettre en regard d'anciens déportés avec des jeunes qui ont l'âge de ces déportés au moment de leur arrestation, et Alain Grana, qui est à l'origine d'un site internet qui s'appelle We Remember, et qui une plateforme qui renvoie vers différents sites, différents podcasts, différentes sources d'informations autour de la mémoire des génocides, mais avant tout ou en premier lieu peut-être, la mémoire de la Shoah. Alors, dans la manière dont on a présenté les intervenants dans les listes et par ordre alphabétique, vous êtes placés un peu différemment. C'est un grand dilemme pour moi, une grande question à qui donner la parole en premier. Je vais rester fidèle à l'ordre alphabétique et Elisa, je vous laisse peut-être. C'est un petit peu comme un entretien d'embauche. C'est ça. Vous allez un peu nous raconter qui vous êtes, ou en tout cas nous parler de cette démarche qui a été la vôtre et la manière dont vous avez travaillé, les gens que vous avez rencontrés et qu'est-ce qui justifie finalement que vous êtes là ici avec nous ce soir. Évidemment. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et de me donner la parole sur ces questions qui me passionnent et dont j'ai fait aujourd'hui mon métier. Donc, moi, d'abord, je présente juste ce que je fais, c'est-à-dire que je produis des podcasts pour Milim et on est vraiment spécialisé avec mon associé Myriam Levin sur la question des transmissions intergénérationnelles et de produire des récits en sonore ou à l'écrit, en tout cas, qui transmettent ces histoires entre les générations. Et j'avais développé à la base ce format de portrait sonore, de témoignage sonore. Et en découvrant en 2020, je pense qu'on l'a tous découvert, c'était une étude qui disait que les jeunes de moins de 38 ans ne savaient pas combien il y avait de morts juifs durant la Shoah. C'est-à-dire que ce chiffre de 6 millions de juifs que nous, on a entendu peut-être, pour moi, c'était gravé, voilà, 6 millions de juifs, 6 millions de juifs. Finalement, même ce chiffre-là était en train de se perdre et dans cette génération très jeune. Et ça me semblait complètement fou que ma génération, puisque j'étais dans cette tranche d'âge, puisse perdre cette mémoire-là. Moi, j'avais été proche de cette mémoire juive, de cette mémoire de la Shoah, parce que je faisais partie de mouvements de jeunesse.
Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais plus cette parole des témoins. C'est-à-dire que quand on quitte le collège, finalement, quand on quitte le lycée ou quand on quitte un monde associatif, cette parole des témoins, on y a beaucoup moins accès. Et finalement, ça se perd. Voilà, elle se perd et je me suis dit, comment la retrouver? J'ai fait des recherches. Il y avait évidemment Sophie Naoum qui avait lancé Les Derniers, qui était un livre. Il y avait des vidéos de 8 minutes, mais je cherchais vraiment une parole des témoins construite. Et il y avait ces témoignages de 3h30 pour la plupart qu'on retrouvait en vidéo. Je me disais, c'est tellement dommage aujourd'hui le podcast qui parle à cette jeune génération, qui est vraiment cette cible en fait, à qui on doit parler. On sait que le podcast, c'est un format extraordinaire pour transmettre des témoignages et il n'y a pas, en tout cas, il n'y avait pas de podcast avec la parole des témoins. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Ne l'oubliez pas, qui est une série de témoignages de 4 survivantes, puisque ce sont des femmes de la Shoah, qu'on a coproduit avec Louis Média et Pardi Productions. Et j'ai été à la rencontre donc, de ces survivantes qui m'ont raconté pendant 3 heures leur histoire. Et moi, il a fallu faire un choix de qu'est-ce qu'on garde de ça. Et c'est là qu'on devient des passeurs de marque parce qu'on passe après, c'est-à-dire dans le choix éditorial, et je pense qu'on l'a tous peut-être vécu ici, on fait un choix de prendre la parole à la place du témoin pour la retranscrire dans un récit, voilà, la mettre en récit. Et c'est vraiment l'objet du podcast Ne l'oubliez pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un témoignage brut, c'est un témoignage monté, scripté en quelque sorte, monté. Et il y a une mise en récit de cette histoire pour l'offrir au grand public et pour l'offrir à cette audience de jeunes. Donc, c'est 4 témoignages d'à peu près 40 minutes. Et c'était passionnant parce que il y a ce travail d'élaboration de cette parole des témoins et de ce travail de passage de la mémoire. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier puisque, je le raconterai sûrement plus tard, mais on travaille avec le Mémorial de la Shoah pour les 80 ans du Centre de documentation juive. Et on a fait, donc on est en train de réaliser une série de podcasts. Et c'est aussi cette question d'utiliser ce média qui est le podcast qui permet vraiment de créer de l'intime pour raconter une histoire où se mélangent des témoignages, une parole historique et où l'intime devient universel puisque l'intime est universel. Voilà, pour ma part. Et on reviendra tout à l'heure sur cette question du travail avec le mémorial de la Shoah éventuellement. Comment est-ce que vous voyez évoluer votre travail si on le met en parallèle avec ce qu'avaient été les témoignages plus formels comme ils existaient par le passé? Est-ce que vous voyez une différence peut-être de nature entre ce qu'on va entendre en écoutant votre podcast et ce qu'on aurait entendu il y a quelques années en allant écouter un survivant? Oui, c'est difficile, mais je dirais que c'est moins sentencieux peut-être. Peut-être qu'il y a une désacralisation qui est peut-être nécessaire, c'est-à-dire désacraliser dans le sens où c'est ce que je raconte, on passe après, donc forcément, ça passe par nous et on fait un choix de couper, on fait un choix en fait de nous prendre cette parole à la place de l'autre pour l'offrir à ce qui nous semble notre audience. Et peut-être, oui, ça a été, moi je sais que j'avais 3 heures d'enregistrement et c'est très dur de dire, je vais peut-être pas raconter cette partie dans le camp que raconte Ginette Kolinka. Enfin, c'est très difficile en fait de passer après la parole des témoins, mais finalement, il faut le faire. Et peut-être que, en tout cas, il y a une demande et on le voit vraiment que la jeune génération s'empare de ces questions à travers notamment le podcast, mais il y a une demande aussi des institutions de créer des formats plus modernes. Je ne veux pas paraître, mais en tout cas, ou peut-être moins sentencieux, où il y a moins quelque chose de sacré autour des témoins. Et à la fois, il faut faire attention, et à la fois, pourquoi pas, si elle est accompagnée de manière pédagogique. Et aujourd'hui, on a énormément d'accompagnement. Merci beaucoup. Karine, vous voulez peut-être nous parler un petit peu de ce projet qui est le vôtre? Oui, alors moi je m'appelle Karine Boubatier, je suis photographe et donc moi en 2018, alors j'ai pas dans mon histoire personnelle eu voilà, de personnes qui étaient touchées de près par la Shoah, mais dans ma famille ça a été toujours un sujet dont on a beaucoup parlé, et notamment mon père, donc on est protestant, me disait ça aurait pu être moi, et il nous a vraiment élevés comme ça. Et donc, il y a quelques années, donc 2018, j'ai rencontré un rescapé. J'étais assez émue, je l'ai photographié, on a discuté, puis j'en ai parlé autour de moi. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire encore. J'ai rencontré un autre rescapé, donc hongrois, qui n'avait jamais parlé, lui, qui avait un cancer, qui est mort 6 mois après. Donc, il m'a livré son témoignage. Donc, j'avais un petit enregistreur, j'ai photographié. Et puis, je suis rentrée chez moi et mes enfants, j'ai réalisé, avaient le même âge qu'eux, c'est-à-dire 15 ans, 16 ans.
Et je me suis dit, bah, ouais, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être eux. Et donc, j'ai rencontré le mémorial de la Shoah. Je leur ai dit que j'aimerais bien faire ce projet, c'est-à-dire photographier des rescapés avec des jeunes qui donc, ont le même âge que les rescapés au moment où ils étaient déportés. Et donc, ils ont été ils m'ont beaucoup aidé. Après, j'ai rencontré les associations d'anciens déportés. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réalisé 25 portraits. Et les jeunes que je photographiais, je crois qu'il y en a un seul qui est juif, quelque chose comme oui, un seul. Aucun lien de parenté entre le rescapé et le jeune. Et finalement, au travers de ce travail, enfin, la photographie, elle est mémoire, puisqu'elle arrête le temps. C'est toujours un instant qu'on essaye d'arrêter, enfin qu'on arrête quand même, un instant T. Et donc, elle est mémoire. Et finalement, je pense que j'ai au fond de moi, pour une raison que je n'explique pas forcément, mais cette espèce d'angoisse, effectivement, un peu comme ma voisine, d'oubli et qu'il n'y ait pas ce passage de relais. Et comme c'est une génération qui s'en va, ils sont tous nés au début du XXe siècle, la jeune génération, donc eux, ils sont nés au début du XXIe siècle. Et en fait, c'était une manière pour moi d'arrêter le temps de ce passage de relais, un peu comme des bougies qui commence un peu à faiblir et d'avoir l'autre bougie qui arrive et qu'on rallume pour que ça puisse continuer. C'était arrêter le temps, arrêter ce passage de relais, vraiment le mettre, le témoigner de ce passage de relais. Et après, pour les jeunes, c'est une histoire assez ancienne. Pour eux, c'est très loin. La Seconde Guerre mondiale, c'est la déportation, c'est assez loin. Ils les voient comme des personnes âgées. Et lors des rencontres, ce qui était assez bouleversant, enfin, je regarde les photos, j'en ai mis 4 là qui sont derrière, vous pourrez jeter un œil, mais à chaque fois, elles m'émeuvent beaucoup parce que ce qui s'est passé lors des rencontres, c'est que le rescapé, en voyant le jeune, en disant bah, j'étais comme lui en fait, ou comme elle, c'est vrai que j'étais une jeune fille, un jeune garçon. Et puis le jeune ou la jeune, en regardant, parce qu'on les voit que comme des personnes âgées, en disant bah, il avait mon âge en fait, il était comme moi. Et donc il y a eu comme ça un échange et effectivement je pense que les rescapés gardent, enfin on garde l'âge de son traumatisme quand même, pour eux c'est quand même un temps qui est figé. Et je pense que dans la transmission, enfin, c'est un vrai sujet parce que c'est pas évident. Et j'ai témoigné, enfin, j'ai été dans des écoles et discuté. Et finalement, je pense que voilà, quand on transmet, il y a toujours un émetteur et un récepteur. Et les jeunes leur livrer comme ça, ils ont besoin, enfin, de recevoir le message. Et là, finalement, ils étaient acteurs quelque part puisqu'ils sont dans les photographies. Et je me suis dit, ça pouvait être un bon levier pour des jeunes qui regardent les photos. Et j'étais très heureuse de voir ça. C'est-à-dire que quand ils voient un jeune, et les jeunes, je leur ai demandé de venir, ils me disaient comment je viens pour la photo, est-ce que je m'habille comme ci, comme ça. Je leur ai dit, tu viens comme tu es, parce que voilà, tu aurais été raflé, tu étais comme tu es, donc tu viens comme tu es. Et finalement, les jeunes qui regardent les photos, en fait, ils s'identifient aussi. Ils voient que la personne âgée, rescapée, bah, c'était aussi une jeune fille qui leur ressemble. Donc ça, c'était assez... ça crée de l'émotion. Et finalement, je pense que pour... la transmission, c'est aussi... L'émotion est aussi... permet de se souvenir. Enfin, on a tous, je pense, dans nos vies personnelles, quand on a été ému par quelque chose, on s'en souvient quand même très bien. Et donc là, il y a cette émotion qui s'est créée entre eux. Et j'espère, quand les jeunes regardent les photos, qu'il y a cette émotion en disant, oui, il avait mon âge, en fait, cet homme ou cette femme. Et donc, les échanges ont été très riches. Certains étaient très émus aussi. Il y a des jeunes qui parlaient, d'autres beaucoup moins. Ça dépendait. Et en fait, il y a eu vraiment quand même des moments très forts de silence aussi. Alors, j'avais un petit enregistreur parce que je les ai enregistrés. J'ai retranscrit après les témoignages dans un livre donc, qui s'appelle Déporter leur ultime transmission, qui est sorti il y a 2 ans. Et donc, j'ai retranscrit. Alors, pareil, j'avais 3-4 pages pour chacun. Et donc, j'ai retranscrit les échanges d'un style oral à un style écrit. Mais ce qui était assez fort, parce que quand j'ai témoigné dans des écoles, c'est que finalement, c'est la grande histoire de la Shoah
finalement, c'est plein d'histoires intimes, d'histoires de famille, de fratrie. Et les jeunes, à l'intérieur, quand on voit ces 25 portraits, en fait, c'est 25 parcours de famille et qui pourraient être les nôtres. Et donc, toutes ces histoires intimes d'orphelins, de parents qui sont jamais revenus, de frères qui sont jamais revenus, de sœurs, vraiment. Les jeunes auprès desquels j'ai pu parler, je pense que ça faisait écho aussi à ça pouvait faire écho à leur famille, à leur vie personnelle. Et je pense que c'est un moyen aussi d'entrer par cette voie-là, de leur expliquer. Et pareil, moi j'avais vu des chiffres qui faisaient froid dans le dos, ou même le terme Shoah, et je l'ai encore expérimenté à Laval il y a quelques jours. Je leur ai posé la question, ils avaient 16 ans, ils ne savaient pas. Donc je leur ai expliqué. Donc, après, il y a Holocauste, ils savaient, mais le terme Shoah, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, mais on n'aura jamais... voilà, on continue de transmettre avec les outils. Et je pense que le son, l'image, l'écriture sont autant d'outils. Il y a des films, il y a plein de choses qui existent. Mais c'est vrai que le challenge aujourd'hui, c'est d'utiliser aussi les plateformes, les outils des jeunes, des choses qui ne soient pas trop longues non plus. Ils sont dans un rythme assez rapide. Et moi, le moyen qui m'a semblé, enfin, en tout cas, c'était instinctif, c'était d'aller les chercher, de les faire participer, de créer de l'émotion pour ces rencontres, et puis que les jeunes qui puissent lire les témoignages, plus là en couverture, quand on voit un jeune, on se dit, bah, tiens, ça m'intéresse, ça me ressemble, ou elle a le même âge que moi. Les attirer comme ça pour entrer par plusieurs petites histoires personnelles dans la grande histoire, en fait. Donc voilà, en quelques mots, mon travail. J'imagine que si je vous posais la question de savoir à qui vous vous adressez, vous diriez aux plus jeunes, tout à chacun, au plus grand nombre. Dans les faits, quels sont les endroits auxquels vous exposez ces photos? Alors, elles ont été exposées à Arles, aux rencontres d'Arles il y a 2 ans, en juillet 2021, puis à Paris. Et là, l'exposition est à Berlin. Donc ça, je suis assez contente parce qu'elle a été traduite en allemand. Parce qu'en fait, il y a les photos, puis il y a des petits cartels qui expliquent les parcours de chacun des rescapés. Donc là, elle est en Allemagne, à Berlin. Donc elle va circuler dans une dizaine de villes en Allemagne. Donc ça, je suis assez contente. Et donc, et à Paris, pour l'instant, la prochaine exposition, ça va être à Saint-Germain-en-Laye à l'automne. Il y aura une semaine avec conférences aussi. Il y aura probablement Judith Hervé qui va venir, qui est une des témoins, qui est devenue une amie, qui sera là. Donc, la prochaine exposition, c'est Saint-Germain-en-Laye. Et est-ce que vous exposez dans des lieux qui sont lieux dans lesquels on expose de manière générale, ou des lieux dans lesquels, de manière exceptionnelle, on va exposer vos photos? Ça dépend. Là, ce sera un espace qui dépend de la mairie de Saint-Germain-en-Laye, et qui est un espace où il y a des expositions d'art en général, donc de photos, de peintures. Et il y a la médiathèque à côté, donc c'est là où il y aura la conférence avec beaucoup de scolaires notamment. Et à Berlin, c'est l'Institut français. Et voilà, dans les villes d'Allemagne, ça va être les instituts français. Donc ça peut être plusieurs endroits. Ouais. Ah d'accord, pas de problème, pas de souci. Bonjour à tous. Alors moi, j'en suis venu à quitter un peu la casquette de l'éditeur et à prêter ma plume pour aider, accompagner 2 rescapés, Francine Christophe et Isabelle Chocot, dans l'écriture de leur récit. Alors a priori, moi, il n'y a rien qui indiquait que j'allais un jour... Je suis pas assez prêt, peut-être? Non? Ah. Vous m'entendez? Si en fait, si vous voulez, c'est un peu mon parcours professionnel qui m'a amené à développer et à approfondir ce sujet. En devenant éditeur dans la Maison Grasset il y a 7 ans, j'en ai un peu épousé les obsessions. Dans les obsessions Grasset, il y a un engagement fort et un combat contre la falsification de l'histoire qui est en marche et contre l'oubli. Cela se traduit. Donc, le PDG Olivier Noral a une belle formule pour résumer ça, qui va emprunter à
Lévinas, c'est recevoir, c'est les transmettre, et c'est un peu le devoir de l'éditeur, tel qu'on le conçoit en tout cas au sein de la maison Grasset. Alors ça se matérialise par plusieurs types de publications, des publications de récits, de témoins, entre autres Ginette Bonacard, Martine Lerian, qui habitait rue des Saints-Pères, donc il y avait comme ça un petit peu une famille qui se mettait en place, Estation, voilà, Julia Valac, Isabelle Choco, donc des récits de témoins, que parfois avec des plumes pour les accompagner, des documents et des essais et des livres pour des livres plus scientifiques, d'histoire, de philosophie, comme Laurent Joly, la raffinerie politique, nous avons fait l'année dernière. Un petit opuscule encore écrit par Laurent Joly contre Zemmour. Alexandra Lemay-Lavestine qui a édité chez nous le journal de Polari sur la Shoah à 1852. Une valeur éditoriale aussi de l'archive. Nous sommes en train de finir les 4 tomes des carnets de captivité de Lévinas. Et enfin, le romanesque, parce que peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, se pose la question de les témoins, et finalement, est-ce que c'est pas par la fiction de s'approprier cette histoire de Pierre Berest, Gaël Dohan, la carte postale, on a publié l'année dernière. Alors après, il y a des raisons plus personnelles aussi qui m'ont amené à prêter la plume, à écrire ces deux textes. D'abord parce que apporter la pierre à l'édifice de mémoire, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, à ce devoir de mémoire. Deuxièmement, si vous voulez, peut-être tout simplement parce que la Shoah, ça ne concerne pas que les peuples juifs, ça concerne la société tout entière. En fin de compte, c'est un trou noir qui a détruit les grands rêves de l'Europe. Les droits de l'homme d'une manière, sont morts à Auschwitz, à Birkenau, Bergen Belsen et les autres camps. Donc, c'est l'ensemble de la société, en tout cas européenne, qui est mondiale, qui est touchée par ce qui s'est passé, de destruction en règle et méthodique, mécanique, industrielle d'un peuple. Voilà. Et enfin, peut-être aussi, parce que c'était une chance et une expérience unique qui ne se reproduirait pas. C'est-à-dire qu'une expérience intense, douloureuse, bien sûr, mais c'était quelque chose qui ouais, l'unique, c'est-à-dire pouvoir, si vous voulez, pour revenir à ce que vous disiez, moi je suis né après la chute du mur de Berlin en 1991. Donc pour moi, si vous voulez, la Shoah, c'était une histoire qui s'écrivait en noir et blanc. C'était de l'histoire à proprement parler, donc une matière scientifique. Et là, tout d'un coup, écrire, partager, ressentir, retraverser avec Isabelle et Francine cette expérience terrible, c'était faire de l'histoire, c'était retraverser l'histoire au présent. Finalement, c'était toute l'histoire, c'était maintenant. Et c'était aussi rendre hommage à l'Asie. Voilà, pour bosser un peu les deux grandes raisons. Et je pense toujours que la vie nous précède. Et en travaillant avec Francine et Isabelle, j'ai donc fait ma plume, et finalement, ça a ouvert aussi une archéologie au sein de ma propre famille, c'est-à-dire que en donnant à lire ces deux témoignages à ma grand-mère, j'ai découvert que j'avais un arrière-grand-père qui avait été lui aussi dans un camp de concentration et de travail. Tout le monde ignorait, enfin, ma mère n'était pas au courant. Et en fait, ça, comme ça, une petite parole qui a éclos familial. Alors, il n'y était pas parce qu'il était juif, mais parce qu'il était résistant. Il avait été envoyé à Dora. Et donc, il m'a montré une photo de un grand-père que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré. Et c'était vraiment il revenait de sa déportation à ce moment-là. Donc, c'était voilà, une joue creuse, c'est exorbité qui regarde à travers la chair, presque. Enfin. Et il avait écrit à l'arrière de cette photo, il avait écrit Dora, la mangeuse d'hommes. C'était très fort. Voilà. Donc, c'est toutes ces raisons un peu qui ont, guidé ma démarche. Et...
Il y a une chose qui frappe quand on lit ces deux livres que vous avez écrits avec Isabelle Choco et Francine Christophe, mais qu'on retrouve dans tous les livres de la collection, c'est que ce sont des livres qui sont petits par la taille et qui se lisent d'une certaine manière, je dirais, comme des livres coup de poing, qui vous saisissent. Et j'imagine, évidemment, c'est quelque chose de volontaire, parce qu'on aurait pu imaginer d'avoir des gros pavés qui viennent raconter toute cette histoire, qui viennent raconter la vie avant, la vie pendant et la vie après. Et peut-être vous voulez nous dire un mot de ce qui préside à ce choix du livre qui se lit un peu comme un pamphlet aussi. Oui, la conception éditoriale de ces livres, c'est des livres courts, bref, pas comme vous dites, mais avant toute chose, le souci principal, c'était de les concevoir comme un peu des outils pédagogiques, donc des outils qui circulent à hauteur, avec trouver un langage simple, avec des mots justes. Pour découvrir que c'est lycée, il n'était pas question de faire de la littérature, de la poésie, parce que c'était pas du tout lieu, ça aurait été obscène de toute façon. Donc c'était la question primordiale, c'était vraiment de faire des outils pédagogiques qui puissent être lu autant par les jeunes collégiens que, voilà, que ça circule le plus massivement possible. C'était vraiment le but principal, c'était ça. Avant de par des pamphlets, ça je l'ignorais, mais non, c'était vraiment l'idée, c'était de créer des objets courts, bref, et surtout, c'était l'urgence. Et encore une fois, c'est aussi des objets qui ont été créés à partir de la mémoire des personnes contemporaines. Donc, on parle de personnes qui ont plus de 90 ans pour la plupart, et à cet âge, la mémoire, elle se voile, elle est trouble, elle est à la fois très précise et en même temps, c'est difficile à reconstruire, c'est une matrice qui travaille comme ça. Donc, il n'était pas question de combler le vide par de l'invention. Donc, il fallait composer aussi avec les souvenirs et la mémoire des rescapés encore vivants. J'interviens simplement parce que j'ai lu beaucoup des livres Grasset et j'ai eu la chance d'avoir et le témoignage d'Esther Seno et de lire son livre. Et en fait, je pense que ça retranscrit aussi cette parole des témoins, qui est une parole très directe, quoi. Ils nous racontent comme ça, on est plongé dans des souvenirs, on est plongé dans un basculement dans l'horreur. Et les livres retranscrivent très bien cette parole assez brute quand même des témoins. Et à la fois Elisa et Karine nous ont parlé de la nécessité du choix dans la démarche éditoriale, que ce soit par l'audio, que ce soit par la photo. Vous, comment est-ce que vous faites un choix pour arriver à l'objet qu'on a entre les mains à la fin et tous les entretiens que vous avez pu avoir avec les co-auteurs? Finalement, presque la question, c'est les mots par rapport à l'image et le son, quoi. Les mots, c'est une formidable valise pour transmettre la mémoire. En fin de compte, les choix, la question, c'est plutôt la matrice, comment vous construisez ces livres, ou plutôt la plus-value qu'apportent les mots par rapport à l'image ou la bande sonore? Vraiment la question de la conception. La conception. Peut-être nous raconter même comment ça se passe pour arriver à un livre comme celui-là, de la genèse du projet, à partir du moment où on a pu trouver, identifier un rescapé, et pour le moment où on a l'idée, la première rencontre est celui où les livres sont dans les devantures des librairies. Alors, comment la rencontre avec les rescapés s'est passée par Grasset, donc Olivier Nord et Sabata qui m'ont proposé ce projet. Alors après, c'est une démarche, on les rencontre, il y a toujours un appétit de dire, une volonté de parler, de lutter contre le silence et l'oubli. Donc il y a toujours beaucoup de rescapés qui vont dans les écoles, témoigner auprès des élèves. Il y a quand même une vitalité très forte derrière tout ça. Quand même, regardez à quel point c'est fort. Voilà. Alors après, dans la conception, c'est essentiellement de la bande sonore, c'est-à-dire la plupart du temps, la première fois que c'était passé de la même manière et pour Francine et pour Isabelle, c'était à la fois très simple et très trivial, c'est-à-dire que je posais ma microphone devant elle, les deux, et raconter, et je posais des questions, j'essayais de tirer le meilleur de leur souvenir, de leur mémoire, de les accompagner finalement à creuser, à creuser, à creuser. Et à ce moment-là, ce qui est le plus dur, c'est d'une part de retraverser avec elle
toutes les horreurs qu'elles ont vécues et subies, mais c'est aussi de voir les corps, leur corps, comment ils réagissent, c'est-à-dire que selon le passage, le moment qu'elles sont en train d'évoquer, d'invoquer, le corps se comporte de différentes manières. Et c'est assez troublant et ça communique. On en sent la pleine sympathie. Et c'est vraiment très fort, un peu de fusion, quoi, un moment où l'idée vont bien les décès, les farmer. Donc on retraverse avec elle et à travers elle tout ça dans un moment un peu vraiment à deux, comme ça, qui se crée. Donc bande sonore que je complétais parce que et Francine et Isabelle avaient déjà écrit, Francine c'était une poétesse, elle avait déjà écrit un petit texte, ça s'appelle Petit privilégié. Francine, elle avait écrit pour Isabelle, elle avait écrit pour le mémoire de la Shoah, une petite monographie familiale où elle avait balancé en vrac un peu tous ses souvenirs. Donc j'avais d'un côté ce qui servait de colonne vertébrale, euh, nos entretiens sonores, et derrière tout un matériel qui a leur propre écrit et aussi les archives. Des enregistrements que certains professeurs ont placés en place, des enregistrements qui sont donnés pour le mémoire de la Shoah. Enfin voilà, et à travers tout ça, le livre, enfin, encore une fois, j'insiste, un petit peu pédagogique, prenez forme. On dit, Flaubert disait la bêtise consiste à conclure. Donc l'idée, ce n'est pas de conclure, mais en tout cas d'avoir un premier tour de table ou une première ligne et ensuite de revenir avec une interaction. Donc, merci d'être venu. Donc, je m'appelle Alain Granat. Je voudrais, en préambule, préciser pour cadrer un peu l'esprit du projet que j'ai lancé, rendre hommage ce soir à mon père Guy Granat, qui était rescapé d'Auschwitz et qui est décédé en novembre 2018. Dire aussi que ma mère, Charlotte Granat, est enfant caché. Donc, voilà un héritage puissant, on va dire. Et j'aime pas trop le terme devoir de transmission parce que devoir, pour moi, il y a un côté scolaire, mais dans notre famille, voilà, c'est dans notre ADN, la transmission, j'allais dire, c'est fait naturellement. Mon père a commencé à témoigner dans les années 80, en témoignant pour la fondation qui avait été lancée par Steven Spielberg. Il avait été enregistré. Mais c'est vrai que les témoignages familiaux étaient comme beaucoup de rescapés étaient complexes, c'était difficile. Et puis petit à petit, notre père a commencé à en parler, à témoigner. Et moi, j'ai lancé en 2010 un site qui s'appelle Jupop, qui était un site sur les cultures juives, mais qui était surtout centré sur l'humour et la satire. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que au milieu de tous les articles que je publiais, qui étaient des articles qui se moquaient un peu du monde juif, il y avait des articles qui ressortaient, qui étaient ce qu'on appelle en anglais du storytelling, raconter des histoires sur la Shoah, j'avais publié, ou qui étaient des sujets sur... j'avais publié un sujet photo sur des photos qui avaient été prises par un photographe nazi qui s'appelle Hugo Jäger, qui était un des photographes favoris d'Hitler et qui, en 1939, avait disposé d'un des premiers prototypes de pellicule couleur et qui avait photographié c'était juste après l'invasion de la Pologne, dans un ghetto qui s'appelle Kutno, qui avait photographié des Juifs qui étaient encore dans des conditions, on va dire, à peu près décentes, et c'était des photographies qui semblaient prises la veille. Et je ne sais pas pourquoi, mais ces photographies n'avaient jamais été diffusées, et l'article a été vu par des centaines de milliers de personnes. Et je me suis dit, j'ai été suivi par un public qui était très jeune, qui était juif et non juif, ce qui était aussi mon objectif. Et je me suis dit, il y a sans doute quelque chose à faire pour transmettre de façon différente des éléments éducatifs sur la Shoah.
Il y a un deuxième élément, moi, qui m'a motivé à lancer mon projet qui s'appelle We Remember et qui est en fait une plateforme, enfin, c'est un site internet, on appelle une plateforme qui agrège des contenus. Et je vais rebondir sur ce qu'ont dit Elisa et Karine, ces sondages qui sont publiés régulièrement sur la méconnaissance des jeunes. Alors, je ne parle même pas de la Shoah, mais moi, ce qui m'avait sidéré, c'est aux États-Unis un sondage qui était sorti il y a 3 ans. 30% des jeunes de moins de 20 ans ne savent pas qui est Hitler. Donc, a fortiori, voilà, Shoah, on n'en parle même pas. Une deuxième chose qui m'avait interpellé, c'est un livre que je vous recommande vivement d'un professeur d'histoire-géographie qui s'appelle Yanis Roder. Il s'appelle Sortir de l'ère victimaire, qui a été publié en 2020. Yanis Roder, c'est un des auteurs qui a travaillé sur un ouvrage qui a été sorti il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Les territoires perdus de la République. Il enseigne depuis 25 ans dans des lycées en ZEP dans le 93. Et il est confronté depuis des années au même problème qu'ont beaucoup de professeurs d'histoire, géographie, professeurs tout court dans ces lycées quand on aborde le thème de la Shoah. Ce sont des jeunes qui disent mais vous parlez de la Shoah, mais pourquoi vous ne parlez pas des massacres en République du Congo? Pourquoi vous ne parlez pas des massacres en Algérie? Et en fait, il pose la question de la concurrence victimaire. Et de mon point de vue, il me semble que c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui de la transmission. Ce n'est pas seulement la transmission de ce qu'on appelle la mémoire de la Shoah, mais c'est la transmission de la mémoire tout court à cette jeune génération qui considère finalement qu'elle est complètement écartée de toute l'histoire. Et en fait, l'idée directrice du projet que j'ai lancé, c'est de parler des génocides du XXe siècle, ce qui est considéré juridiquement comme les génocides du XXe siècle, c'est-à-dire le génocide des Arméniens, la Shoah bien sûr, le génocide des Cambodgiens et le génocide des Tutsis au Rwanda. Et il me semble que c'est un angle qui permet à tous ces jeunes de voir que, quelles que soient les spécificités de chacun de ces génocides, on peut en parler de la même façon. Moi, j'ai un souvenir assez précis. Quand j'étais adolescent et jeune adulte, avec mes frères et ma sœur, on allait une fois par an dans un déjeuner au pavillon Dauphine à Paris, qui était le déjeuner de l'association des déportés d'Auschwitz. Et je me souviens d'avoir entendu il y a des années de ça Simone Veil intervenir en préambule et s'adressant à ceux qu'elle appelait ses camarades, en parlant du génocide des Tutsis au Rwanda et en disant il est absolument indispensable qu'on en parle de la même manière que l'on parle de la Shoah. Et elle a dit, enfin, c'est un discours qu'elle avait tenu il y a 20 ans. Et je pense que ça, c'est un des axes qui est très, très important pour travailler sur cette question de transmission. Le deuxième axe, et je ne devrais pas dire ça dans ce lieu saint, j'allais dire tout est bon dans le cochon et tout est bon dans la transmission. Mais je pense qu'il n'y a aucun support qui est négligeable. C'est-à-dire que j'ai vu récemment, il y a un mois, un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle Light in the Darkness, qui a été fait par un concepteur de jeux vidéo qui est juif, qui est installé à Los Angeles et qui est le premier concepteur de jeux vidéo à avoir fait un jeu éducatif. Alors c'est vrai que le terme de jeu peut paraître incongru dans ce cadre-là, mais c'est un jeu qui est gratuit, qui est en ligne, où il raconte l'histoire d'une famille d'origine juive polonaise installée en France au début des années 40 et qui est déportée dans le camp de Bonne-la-Rolande avant d'être déportée à Auschwitz.
Et il expliquait que pour lui, le jeu vidéo, enfin la plupart des jeux vidéo qui sont utilisés par tous les jeunes, il y en a plein qui sont sur la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'aucun jusqu'ici n'avait abordé le thème de la Shoah et qui considérait que pour tous les jeunes qui n'avaient pas accès au musée, qui n'avaient pas accès aux livres, mais qui par contre étaient très friands de jeux vidéo, ça pouvait être un moyen éducatif. Donc voilà, il y a évidemment les podcasts, il y a les photos, il y a les livres, il y a les histoires, il y a les enseignants, il y a les musées. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mémoire 2.0. Je pense que c'est voilà, tout est utile. Moi, je me souviens à un moment donné d'un entretien que j'avais eu avec Annette Vievorka avant de lancer mon site, où je lui posais des questions en lui disant mais est-ce que c'est un bon moyen pour les jeunes de leur raconter des histoires pour qu'ils puissent s'identifier à des enfants ou à des adolescents qui ont été déportés et elle me disait, je ne sais pas. Elle me disait, c'est un propos d'historienne, elle me disait, voilà, les témoignages sont souvent sujets à la mémoire, donc à une mémoire qui peut être défaillante, qui peut être soumise ce qu'on appelle le pathos. Et c'est vrai que c'est très utile d'avoir, heureusement, encore des témoins qui peuvent intervenir dans les écoles, de proposer des paroles de témoins. Moi, ce qui m'avait interpellé aussi, c'est ce professeur d'histoire géo dont je parlais tout à l'heure, Yanis Roder, dans son livre, insistait sur le fait qu'il était fondamental aujourd'hui de parler des bourreaux. Parce que autant le témoignage peut avoir un impact émotionnel, autant l'importance de parler du bourreau comme, entre guillemets, être humain ordinaire qui devient un moteur d'un crime de masse, peut permettre aujourd'hui aux jeunes de comprendre que un être humain, entre guillemets, ordinaire peut se rendre complice des pires crimes. Et c'est le cas notamment quand on regarde l'histoire de la majorité des SS. La plupart des SS étaient des gens qui avaient un cursus universitaire extrêmement élevé. C'était des juristes, des médecins, des professeurs, des universitaires. Voilà, moi, c'est aussi un angle qui m'intéresse pour montrer aux jeunes générations comment on peut essayer de se préserver d'un futur qui est extrêmement pessimiste. Je rebondis sur ce que vous dites. Il y a un livre d'un poète qui s'appelle Jean-Michel Espitalier, qui s'appelle Tueur. Et justement, c'est les paroles de Bourreau et sur l'ensemble des génocides que vous avez cités. Et je pense aussi à un autre documentaire qui s'appelle La diaspora des cendres. Je ne sais pas si certains d'entre vous. Qui est un document voilà, qui dure à peu près, La diaspora des cendres, qui dure 1h15, 1h30, et où il y a vraiment la parole de victimes, c'est des lettres qui ont été retrouvées et de bourreaux aussi qui écrivent à leurs femmes, à leurs enfants et qui en même temps racontent ce qu'ils se font concrètement. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant effectivement d'avoir les deux regards. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que vous disiez, mais effectivement, la parole des témoins, elle est d'autant plus importante pour raconter ce qui s'est passé, bien évidemment, mais également pour éclairer les jeunes sur ce qu'ils, enfin, comment être des citoyens éclairés, comment agir, pourquoi c'est important de voter, pourquoi c'est important de s'engager, pourquoi c'est important de se dresser quand on est avec des copains, quand il y a une petite phrase qui est limite, de dire ça c'est pas acceptable. Et je trouve, dans les témoignages moi, que j'ai pu recevoir, c'était non seulement raconter leur histoire, mais il y a une grosse partie à la fin, c'est la transmission aussi aux jeunes, de dire voilà, ça a existé, ça a été. Et c'est pas que les charger d'un sac à dos très lourd de toute cette histoire terrible, mais c'est au regard de ce qui s'est passé, les éclairer pour voilà, leur dire de faire attention, d'être très vigilants et de se comporter comme
ouais, comme voilà, on est tous partie de la même espèce humaine, pour reprendre un terme, voilà, et ce message-là, pour moi, est presque aussi fort, ou tout aussi fort que leur récit, parce que c'est éclairer aussi les citoyens de demain, quoi. Pour ajouter effectivement par rapport à la question des tueurs aussi, le livre des hommes ordinaires de Christopher Browning, et qui montre à quel point on avait affaire à de bons pères de famille à partir du moment où ils rentraient à la maison à Hambourg. Je voudrais vous demander, Alain, également, quand on regarde votre site, effectivement, c'est, si j'ose le dire ainsi, très œcuménique. Vous parlez des différents génocides et vous renvoyez vers différents liens. Et là encore, si j'ose vous demander avec le mot que je vais employer, comment est-ce que vous procédez à une sélection entre les différentes sources, puisqu'on sait que c'est quelque chose de foisonnant. On a ici quelques échantillons ce soir de tout ce qui peut se faire. En réalité, il y a beaucoup plus, avec des qualités qui sont même très variables, de plus, je dirais, savants, académiques, plus de pathos et de sentiments. Comment est-ce que finit par avoir sa production, sa création, pour finir qui se retrouve mis en ligne ou en lien sur Wikimedia? Alors, en fait, c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'il y a énormément de matière sur la Shoah. Il y en a beaucoup sur le génocide des Arméniens. Il commence à y en avoir pas mal sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y en a beaucoup moins sur le génocide des Cambodgiens. Donc, en fait, c'est un travail de recherche. Ouais, évidemment, pour l'instant, je recherche que des contenus francophones, donc c'est compliqué parce que là, je suis obligé d'éliminer. Voilà, le site est destiné à des lycéens, donc j'essaye d'éliminer les contenus anglophones qui sont très nombreux, mais il y a une pléthore, et heureusement aujourd'hui, il y a une pléthore de production de podcasts, entre ce que fait Elisa, ce que produit France Culture, Radio France. Il y a beaucoup de BD aussi. Voilà, et puis il y a des contenus qui sont produits parce que moi je cherche aussi des histoires, des témoignages. Donc voilà, c'est un travail de recherche. J'avais le sentiment, en vous écoutant tous, si on rebondit et qu'on parle, si on avait à parler il y a quelques décennies, la grande question, le grand enjeu, le grand défi, la grande menace, ça aurait été d'une certaine manière la question du négationnisme et de toutes les thèses qui viennent prétendre que tout cela n'a jamais existé. On n'est pas capable de regarder en face ce qui s'est passé, et donc on va dire il y a une autre histoire à raconter, les témoignages qui sont rapportés sont biaisés, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'archives. J'ai le sentiment, en vous entendant et quand on regarde ce qui vous a conduit à travailler, que la menace aujourd'hui, ce n'est pas tellement celle du négationnisme, de la falsification de l'histoire, mais plutôt l'indifférence, l'oubli. Dans quelle mesure c'est quelque chose qui vous habite, qui vous préoccupe et qui vous donne la force de vous lancer dans ce continent qui est celui de la Shoah? Tu veux? Non, je ne sais pas si tu voulais parler. Non, je sais pas, mais là, en tout cas, la falsification de l'histoire, je ne sais pas si elle est en termes de vitesse. La relecture de Vichy Pétain par Zemmour de l'année dernière a montré qu'au contraire, il y a un écho. Bon, c'est pas toi, c'est assez spécifique. Pour préciser, je dirais, c'est très juste hein, ce que vous dites. Ce qui ressortait en réalité de vos interventions, c'est le fait que ce contre quoi vous cherchez à intervenir, c'est plus contre l'oubli que contre une falsification, même s'il y a une place pour la personne. En deux mots, ce qui est assez étonnant, c'est le petit bruit de fond que je pouvais entendre, c'était encore un récit sur la déportation, on sait déjà. Je disais, non mais Lily, tu vas voir. Et en vérité, c'est toujours les mêmes lieux, et à chaque fois, chaque trajectoire est unique. Et finalement, c'est en proposant et en diffusant et en offrant toujours et encore les récits des personnes qui ont revenus, on lutte contre l'oubli, parce que quand cette banalisation et qu'on se dit non mais c'est pareil, tellement on sait, mais en fait,
fois qu'on lit, qu'on a le nez dedans, bah, on est saisi. Mais on est saisi, et en fait, oui, c'est singulier, c'est voir l'enveloppe en donnant une histoire scientifique, mais après, il faut l'incarner dans un corps et dans une parole, et cette parole est unique, et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à lutter contre l'oubli, sans s'inglarder. Oui, sur cette question du négationnisme, peut-être parce qu'on travaille sur le centre de documentation juive contemporaine. D'abord, il y a un travail fou qui a été fait, quoi. 90 a été un tournant quand même, et 95 avec le discours de Chirac a vraiment marqué un tournant. Et il y a des gens comme Serge Klarfeld qui ont fait un travail extraordinaire et d'autres sur cette fin, entre guillemets, du négationnisme. En tout cas, c'est complotiste d'être négationniste. Aujourd'hui, voilà, ça passe d'un côté. En tout cas, on a de la chance d'avoir aujourd'hui quand même des gens qui ont travaillé sur ces questions. On a un matériel extraordinaire, des archives extraordinaires pour lutter contre le négationnisme. Donc nous, on arrive aussi après ça. On n'est pas historiens. Les historiens font un travail qui peut-être s'inscrit plus dans la lutte contre le négationnisme. Quand nous, on est des personnes qui prenons ce sujet de manière intime, évidemment, c'est plus cette peur de l'oubli qui va dominer. Et puis la question de... Parce qui a traversé tous les récits, c'est la question de l'identification, en fait. Pourquoi moi, je me suis identifiée et comment je peux transmettre ce sentiment intime que j'ai ressenti en écoutant la parole d'un témoin. Et c'est vrai que la parole des témoins permet, en tout cas, ou en tout cas mettre en récit, que ce soit même des récits d'historiens, même des archives, ce qu'on cherche à créer, c'est ce questionnement intime, cette identification intime. Et c'est vrai que la parole des témoins, pour le coup, permet cette identification très forte. On en a tous parlé, mais c'est de se dire, il avait mon âge, c'est de sentir ce basculement dans l'horreur et de se dire, cette petite alerte dont parlait Alain, parce que c'est ça au fond qu'on essaye de créer, se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui et qu'est-ce qui doit m'alerter dans la société actuelle quand j'entends certaines choses. Voilà. Oui, tout à fait. Et l'incarnation, ce que vous disiez, je pense la peur de l'oubli vient aussi qu'ils sont tous en train de disparaître. Enfin, je pense que les témoins, les derniers, se comptent sur les doigts de la main, en tout cas en France et partout dans le monde. Et moi, eux ont la crainte aussi. Moi, plusieurs m'ont dit, et après nous, qui se souviendra de ceux qui ne sont jamais revenus, qui parlera d'eux, et donc au moyen de leur transmission à eux, c'est aussi une manière de faire vivre ceux qui sont parvenus. Et c'est vrai que la peur de l'oubli vient aussi, s'accompagne du fait que dans quelques années, il n'y aura plus de survivants du tout. Et donc, on n'aura plus que nos enregistrements, nos photos, nos livres. Enfin, plus que, c'est énorme, tout ce qu'il y a. C'est pas... Et c'est ça qui fera vivre la mémoire. Donc, c'est une forme d'archivage de l'intime, au final. On participe à une forme d'archivage de cette parole aujourd'hui, en fait. Voilà. D'un côté technologique, aux États-Unis, il y a des enregistrements via la technique d'hologramme qui ont été faits avec des SKP. Sinon, pour reparler de l'histoire de cette question du négationnisme, moi je suis beaucoup plus pessimiste que vous parce que je pense que la seule réponse au négationnisme, c'est la batte de baseball. J'ai eu l'expérience avec notamment Laurent Joly que j'ai publié sur le site au moment où Zemmour avait sorti ses articles et on a publié des contre-argumentaires et je sais très bien, je le vois encore aujourd'hui avec des gens sur Twitter, dès que je publie quelque chose sur les génocides des Arméniens, des Franco-Turcs qui ont un argumentaire absolument rodé et ça ne sert strictement à rien de discuter avec ces gens-là parce que de toute façon, le principe du négationnisme, c'est quels que soient les faits avérés historiquement, il y a toujours un discours qui est rodé. Ces gens-là, on n'arrivera pas à les convaincre. Je pense que c'est effectivement important qu'il y ait des historiens comme Laurent Joly qui ont une audience qui répondent aux falsifications historiques de gens comme Éric Zemmour, mais pour les gens qui... c'est la même chose sur la négation du génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a des politologues très connus, je ne les citerai pas, et des anciens ministres français qui continuent à nier ce génocide et qui ont table ouverte dans tous les médias pour venir exprimer leur opinion sans que quelqu'un les contredise. Donc,
Malheureusement, c'est un phénomène qui va perdurer, qu'il faut combattre, mais moi, j'ai aucun, j'allais dire, il n'y a aucun raisonnement possible intellectuel pour contrer ces gens-là. C'est l'éducation peut-être le plus jeune possible par le mémorial qui s'intéresse aujourd'hui à toutes les questions du génocide. On a encore 1000 autres questions, et notamment, et peut-être que quelqu'un voudra me reprendre autour de la question de la vulgarisation. Le fait est que si on remonte encore quelques décennies en arrière, on n'avait pas forcément des ouvrages aussi courts et qui sont beaucoup plus accessibles. On n'avait pas de films, d'enregistrement de cette nature-là. On a quelque chose de beaucoup plus accessible, qui passe aussi par le fait qu'on est dans une transmission 2.0. Peut-être que dans les questions après, vous voudrez répondre aussi à cela. L'heure tourne et la soirée avait été présentée comme quelque chose d'ouvert, avec évidemment ce que vous nous dites, ce que vous nous racontez, mais la possibilité pour ceux qui souhaitent poser une question ou vous interroger de le faire. Donc, je laisse la parole à ceux qui voudraient justement intervenir et poser une question à l'un de nos intervenants. Alors, on va donner le micro. Merci infiniment pour vos interventions et vos explications. Moi, je voulais témoigner du fait que chez mes fils, pas celui-là, il est très sage, celui-là, plus âgé, il y a eu un ras-le-bol, en fait, à un moment donné. Vraiment, j'étais très choquée. En fait, j'ai fini par comprendre que transmettre uniquement de la peur, des larmes, des histoires individuelles, ben, ça passait plus. Alors, je me suis intéressée de manière plus large au viol autour de moi, et puis j'imagine toujours que ce que je vis était assez banal, assez courant, et effectivement, j'ai découvert que c'était plutôt un phénomène assez banal. Et j'ai découvert un livre qui a tout changé dans ma vie, c'est un livre de Simone Epstein, où il rappelait en fait que la montée de l'antisémitisme entre les deux guerres, l'accélération, exponentielle, les Juifs en fait se sont battus sur tous les fronts. Alors il y a eu la bataille de baseball, comme disait monsieur, mais il y a eu énormément d'autres actions. Et j'ai compris en fait que les enfants avaient besoin aussi d'images fortes. Et je pense qu'un des moyens sur lesquels il serait peut-être positif d'insister pour mieux se faire entendre sur tous les aspects. Vous citiez les bourreaux tout à l'heure, mais je pense que c'est peut-être aussi bien de... Je vais reprendre une formule de Jones, ça prend 3 heures, donc ça va forcément mal utiliser, mais il faudrait entendre parler de badass, en fait. Voilà. Les gens qui portent... De badass. Voilà. Ah, pardon, des héros, des super-héros. Ils sont très souvent dans des mondes où il leur faut des super-hommes et des super-femmes. Ben, il y en a eu dans notre histoire, donc je pense que c'est bien de les valoriser aussi. C'était ça. Alors, si vous avez des suggestions de lecture, parce que nous, on n'a plus beaucoup de notes. Voilà. Bah, je trouve que franchement, aujourd'hui, même sur les survivants, pour le coup, c'est pas du tout larmoyant. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, par exemple, Ginette Kolinka, son premier livre, c'était sur vraiment sa déportation, et elle sort un deuxième livre sur sa vie d'après. Mais je pense que quelque chose que transmettent les survivants et qu'on voit dans la photo, c'est que tous des badass, en fait. Parce que s'ils s'en ont sorti, c'est que c'est vraiment tous des badass. Et bah, quand même, quoi, il y a une force vitale dans ces témoins. Et aujourd'hui, dans les BD d'ailleurs, qui sont publiés sur Ginette Kolinka ou sur d'autres, on ressent quand même ce qui ressort, c'est cette vitalité, parce que d'abord, c'était des enfants. Et je trouve qu'en fait, la parole des témoins, elle n'est pas forcément larmoyante du tout. Et que du coup, de la transmettre d'une certaine manière, que ce soit par la photographie ou en tout cas la mettre en récit, c'est pas forcément le larmoyant qu'on va chercher, mais c'est justement cette vitalité c'est des survivants. Et je crois que dans le thème ils ont survécu, quoi, et c'est vraiment des super-héros. Enfin, pour moi, quand je suis en phase 2, je les sens comme des super-héros, vraiment, de l'humanité. Tout à fait. Pardon. Juste pour traduire le mot badass, parce que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas tout à fait à l'aise. Moi aussi, hein, je suis un boomer, de ma manière. Je lis sur Wikipédia,
prendre une posture de puissance à la façon de Wonder Woman consiste à se tenir debout comme un badass, masculin ici, les jambes écartées, le menton levé, les mains sur les hanches. Ouais. Alors, souvent, malgré tout, les rescapés ont une modestie, une humilité, dès qu'ils n'ont pas une position de badass, justement. Et en fait, si on veut que les jeunes s'identifient et aient envie de continuer, mais ils ont besoin, à un moment donné, d'être fiers et de se dire que ça va servir à quelque chose, en fait, que ça va les pousser en avant. Et, la modestie, l'humilité, qui était une valeur forte à un moment donné, n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Hein. Je voudrais juste citer un exemple de badass déporté qui a bien marché cette année. C'est le film Simone, qui a fait plus d'1 million d'entrées quand même, et qui, je trouve, a montré une figure, sur Simone Veil, a montré une figure de femme déportée, combattante, qui justement, je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché. C'était peut-être très triste et en même temps très encourageant sur le fait qu'on peut survivre et mener beaucoup de combats après et être badass. Et surtout, après, moi, dans les témoignages que j'ai reçus, c'est qu'il y a une joie de vivre. Hein, et il n'y a pas de haine, déjà. Et il y a une joie de vivre qu'ils ont envie de transmettre. Et dans les questions que je leur demandais à la fin, qui étaient qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes? Et c'était construisez votre vie, vivez pleinement, soyez heureux. Enfin, il y avait tous ces messages d'espérance et de croire en la jeunesse. Quoi. Et donc, beaucoup de messages extrêmement positifs. Et effectivement, c'est des gens qui sont des super-héros à leur manière. Et puis, il faut conseiller à vos enfants de lire toutes les BD Marvel, et notamment Captain America, qui a combattu les nazis, et leur rappeler que Stan Lee et tous les grands créateurs de super-héros de Marvel étaient juifs. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais après, je pense que ça rejoint la question de l'engagement quand même. Ce qu'on fait, au fond, c'est qu'on s'engage. Et peut-être qu'en étant des acteurs engagés, ce qu'on transmet, ce n'est pas une parole larmoyante, mais c'est un engagement. Enfin, moi, je découvre, parce que je m'engage beaucoup sur les questions de transmission. La transmission, c'est un peu une obsession, mais même les fêtes juives, au fond, dans le judaïsme, dans chaque fête, il y a regarde, on a survécu, quoi. Ils ont voulu nous tuer et on a survécu. Et au fond, la Shoah fait partie de cette histoire juive de survivre à l'adversité. Pour moi, l'histoire juive, c'est une histoire de badass, quoi. Peut-être. Ah oui, formidable. Je voudrais juste un petit commentaire par rapport à ce que vous dites. J'ai eu une expérience pendant une quinzaine d'années d'intervention dans des cycles de formation d'enfants dans une école juive, dans un pays étranger où j'étais, qui partaient en Pologne pour connaître l'histoire de la Shoah, qui n'est pas une histoire forcément connue, y compris dans le monde juif, quand on est en dehors du théâtre européen. Et j'intervenais dans ces séquences parce que la présentation du tableau d'ensemble, c'était un petit peu comme des tableaux de soulage, mais sans les petites fentes qui donnent de la lumière. J'intervenais pour expliquer ce qu'avait été la trajectoire d'un certain nombre de pays d'Europe, et notamment en France, et notamment au Chambon-Saint-Lignon, qui est une histoire que je connais un peu, d'un certain nombre de justes. C'était très important d'apporter en contrepoint cette illustration du fait qu'il n'y avait pas eu dans ce temps noir que des salauds. Et ça, du point de vue pédagogique, c'était extrêmement important pour ces enfants-là. Ensuite, en Pologne, ils rencontraient aussi des gens qui avaient participé à des opérations de sauvetage. C'était pédagogiquement extrêmement impactant. Sur ça, Yad Vashem dit, Yad Vashem qui travaille, la fondation Yad Vashem qui travaille sur les justes, le dit, les justes, ça fait partie de la mémoire de la Shoah, quoi. C'est vraiment, c'est partie intégrante. Donc c'est très très important ces récits. Il y a un très beau travail qui est fait aussi autour de la mémoire des justes et des petits enfants des justes qui ont vraiment, en termes de transmission, portent cette mémoire de manière extraordinaire. Oui, moi je voulais poser une question. Actuellement sur les réseaux, il y a une image, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est ma question, d'une femme qui est assise sur les rails de Birkenau et qui se fait photographier en mode pin-up. Donc, en fait, c'est quand même une image qui interpelle. Et effectivement, je suis un peu restée perplexe quand même devant cette
photos que je vous encourage à découvrir quand même. Ça pose question. Si je peux me permettre de vous répondre, ça fait des années que ce type de photo est diffusé sur Twitter, sur Instagram, maintenant sur TikTok. Et malheureusement, ça fait partie de sans doute ce qu'Auschwitz est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de lieu qui n'est plus un lieu de recueillement, mais un lieu voilà, touristique. Et non, mais c'est malheureusement une réalité, c'est-à-dire que ça fait partie, enfin, les gens ont été très choqués par ça, mais ce type de photos, il y en a tous les 6 mois qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Il y a même un artiste anglais, je crois, de mémoire, qui avait fait des montages avec ce type de photos en les montant dans des lieux emblématiques des camps, que ce soit des baraquements, que ce soit les chambres à gaz, etc., pour montrer l'obscénité je pense qu'il y a une partie, malheureusement, des jeunes qui vont visiter ces lieux qui sont complètement inconscients. Et quand je lis les commentaires à la suite de cette dernière publication, en anglais, il y a des gens qui disent « Mais moi, j'étais à Dachau il y a 20 ans, et il y avait des couples avant l'ère du selfie qui se prenaient en photo en rigolant devant les chambres à gaz. » Donc, je pense que c'est pas un phénomène nouveau, c'est malheureusement la bêtise humaine n'a aucune limite et perdure et va perdurer encore. Comment expliquer à une jeune fille qu'on ne s'assied pas sur un rail devant l'entrée de Birkenau en faisant un grand sourire pour le poster sur Instagram? C'est-à-dire que si cette personne n'a pas conscience de l'obscénité de son geste, c'est toute une éducation qui est foirée et on ne peut rien pour cette jeune femme ni pour son copain qui l'a prise en photo. Ou alors on fait des systèmes je ne sais pas, c'est de la rééducation à la Pol Pot. Non, je ne sais pas quoi faire pour ces gens-là, moi. Je me dis, ils sont perdus ou alors il faut vraiment... dans un lieu comme ça, on en arrive à faire ce type de choses. C'est pas nous ici présents avec nos modestes moyens qui allons arriver, ou monsieur qui a conduit des enfants, des adolescents, voilà, et qui les a éduqués, qui va pouvoir changer l'état d'esprit de ces gens. C'est pathétique, mais c'est je pense que ça n'a rien. C'est une manifestation de conneries, j'allais dire. Non, je pense que c'est une manifestation de bêtises pure et simple. C'est pas de l'antisémitisme, je pense que c'est... Ouais. Je veux pas vous contredire, mais je pense que ça n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Je pense vraiment que c'est de la bêtise. Je pense que ces gens-là pourraient faire ça à Tuolseng, qui est le centre le principal centre génocidaire du Cambodge, ou qui pourraient le faire ailleurs, ou ils feront ça aux catacombes aussi. Pour eux, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que il n'y a aucune distance entre Auschwitz ou un autre lieu. Voilà. Je pense que pour eux, c'est un lieu touristique.
Ouais, Mais bah, peut-être la peur, c'est ce dont tu parlais, parce que quand tu parlais justement de l'ère victimaire, etc., c'est une forme de banalisation, en fait, aussi. Et peut-être qui amène à du négationnisme, enfin, qui rentre dans un contexte d'antisémitisme, enfin, de montée d'antisémitisme. Mais en tout cas, il y a une forme de banalisation, de désacralisation, voilà. Peut-être. ouais, je pense que la plupart des jeunes qui vont dans ces lieux sont profondément bouleversés, profondément émus, et malheureusement, il y a des épiphénomènes comme ça de personnes qui sont... Je voulais juste raconter une petite anecdote quand on parle que les Allemands nazis étaient des gens avec de la culture, bien éduqués, etc. J'ai eu l'occasion de m'entretenir dans le cadre d'un séminaire professionnel international. Je dînais avec un couple d'Allemands d'à peu près mon âge. Puis la conversation est venue là-dessus. Je leur ai dit comment ça se fait que vous, un peuple éduqués, etc., avaient fait des telles saloperies. Et ils disent, énormément, c'est vrai, il est très révélateur et tout. Il dit en fait, on ne sait pas si le fait d'être quelqu'un de bon ou de pas bon est lié à l'éducation. L'éducation, ça peut être quelque chose de mécanique. Et il y avait des gens très érudits qui étaient des salauds. Il y avait des gens très simples qui se sont bien comportés. Ça, c'est l'un ne va pas avec l'autre. Ça m'a fait une drôle d'impression. Vous avez tout à fait raison. Et pour compléter le documentaire d'Arte, je vous recommande un livre publié chez Grasset encore, qui s'appelle Femmes bourreaux et qui finalement retrace la trajectoire de ces femmes. Et les nazis avaient très bien huilé leur mécanique. Ils les recrutaient par petites annonces. C'était des ouvrières, des auxiliaires. C'était absolument pas des intellectuels. Ils les prenaient les plus simples possibles. Et une fois, le centre de formation, c'était Ravensbrück. Une fois emmené à Ravensbrück, ben, il y avait deux voies possibles pour elles. C'était soit on rentrait dans la surenchère de la violence pour se faire bien valoir aux yeux des SS, etc. Et c'était une ascenseur social pour elles. Voilà, elles avaient des belles bottes, elles avaient un chien, une petite maison, enfin tout ce qui va avec. Et ah bah bien sûr, fallait qu'elles soient pires que les hommes pour se faire bien voir. Ou alors, certaines, elles s'effondraient et elles partaient parce que c'était insoutenable. Dans le même esprit, je vous recommande aussi une série de podcasts produits par France Culture sur notamment une femme qui s'appelait Irma Grèze, qui a été jugée, qui était la principale, qui était surnommée la hyène d'Auschwitz.
Mais elle figure dans ce documentaire aussi. Pendu à Bergen. Elle finit à Bergen, avec Kramer. Merci de vos interventions. En fait, ce que vous faites tous et toutes, c'est de nous donner à sentir par des expériences très singulières, c'est ça qui marque, la capacité de mal de l'homme. C'est ça que vous faites. Inimaginable, impensable. C'est pour ça que parfois on préfère passer à côté parce qu'on dit non, c'est pas. Nous, on ne relève pas de cette capacité de mal. Mais est-ce que ça, et c'est absolument nécessaire de méditer, de lire les livres qu'a fait Pierre, les podcasts que vous faites tous, les photos, le site d'Alain Granat. En revanche, est-ce que ça suffit à empêcher? Non, on l'a vu. Et il me semble que la question c'est, mais c'est nécessaire, la question c'est, elle est politique, elle est comment on fait pour éviter que des voyous accèdent au pouvoir? C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. C'est vrai. Et donc, comment on arrive à déceler assez en amont que les choses pourraient mal terminer? Quels sont les signes avant-coureurs? Il me semble ce qu'on a appris, on a appris plusieurs choses au cours de l'histoire, en vous écoutant ce soir. Un, quand on commence à falsifier l'histoire, là, c'est pas bon. D'accord? Et donc, il faut être d'une violence terrible. Mais l'arme, c'est le droit. C'est-à-dire qu'il y a plus important que la souveraineté populaire, il y a le droit. Falsification de l'histoire. Deuxièmement, critique des droits de l'homme. C'est vrai que c'est ennuyeux. Ces règles à respecter, il y a tellement de choses à faire. Mais on a appris quand même que quand on commence à toucher aux droits de l'homme, eh bien, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire, on sait toujours où ça termine. Et donc, moi, ma question, c'est comment est-ce que dans nos institutions, parce que les institutions, le propre d'une institution, c'est de vivre plus longtemps que la vie d'un homme, c'est ça qu'il faut espérer d'une institution. On se prend une institution. Comment est-ce qu'on fait pour, dans la chair de nos institutions, eh bien, il y a des mécanismes sanctions avec très fort, pour ne pas hésiter à mettre en œuvre et regardez le temps que ça nous a pris pour mettre hors d'état de nuire Dieudonné. Ça a pris du temps, je ne sais pas si vous vous rappelez. Les gens disaient, bon, les opinions sont monétaires. Donc, non, mais en tout cas, l'État a fini par. Non, mais l'État a fini par faire le job. Voilà. Et donc, justement, ma question c'est, quels sont les mécanismes juridiques, quelles sont les procédures politiques qu'on peut imaginer à partir de ce que vous avez médité et travaillé, à partir des leçons concrètes auxquelles vous avez été confrontés, quels sont les mécanismes auxquels on peut penser si on veut éviter que des voyous accèdent au pouvoir? Parce que honnêtement, je pense que c'est ça le sujet. Si vous regardez l'histoire de Darquet de Pellepoix, par exemple, à Laurent Joly, on donne du pouvoir à un voyou, au sens propre du terme. Ben, un voyou, quand il a du pouvoir, ça ne se passe pas très bien. C'est tout ce qu'on peut dire. Je ne suis pas juriste, je vais répondre en 2 mots. Avant le fouet, il faut peut-être penser à l'éducation, en fait. Hein. Pour moi, c'est pas tant la réponse coercitive juridique que mieux éduquer les enfants, tout simplement. Enfin, je pense que c'est le grand rêve du XVIIIe siècle, faire des écoliers, des esprits critiques qui ne se laissent pas berner. Dieudonné, il n'aurait jamais eu autant d'audience s'il y avait eu en amont un travail éducatif meilleur qui aurait fait que les gens auraient été sourds à ces conneries. Ben, bien sûr, c'est la clé, l'école. Enfin, je ne sais pas, mais pour moi, c'est la clé. L'école et créer du lien, c'est-à-dire aller vers ceux, nous on est tous convaincus là ce soir, je pense qu'il faut aller vers ceux qui ne le sont pas, il faut aller créer du lien vers les gens qui sont différents voilà, aller chercher, et c'est à ce travail d'aller chercher ceux qui ne croient pas, qui ne savent pas, qui ignorent, et c'est aller semer ces graines-là, et c'est ce travail-là qui est un travail de fourmi, qui est un travail colossal, que fait l'éducation nationale quand même. Je trouve qu'il y a des choses, même si c'est voilà, et qu'après il incombe à chacun, et plus vous mélangez les uns et les autres. Moi j'ai été très émue, c'est une anecdote personnelle, à la fin d'une intervention, un musulman qui est venu me voir, parce qu'il y avait une classe et on leur avait offert
à chaque jeune, parce qu'il coûte quand même assez cher le livre, 25 €. Il y avait, parce que BNP avait soutenu le livre et avait acheté un certain nombre de livres pour cette classe. Il y a un musulman qui est venu me voir à la fin, qui avait assisté à l'intervention. Il m'a dit, mais vous savez, moi dans ma famille, tout le monde déteste les juifs, mais je vais en parler. Il est revenu avec son livre, alors je ne sais pas, mais il était totalement bouleversé. Et il me dit, il faut que je leur en parle, faut que je leur en parle. Et rien que lui, cette soirée, moi, ça m'a fait ma soirée. Et je pense qu'il faut aller vers ces gens-là, quoi, en fait. Si vous me permettez de rebondir sur ce que vous dire, nous avons la chance d'avoir dans cette salle quelqu'un qui a vécu cette période, qui a été témoin, qui a vécu la délation, qui a vécu l'occupation. Et j'aimerais qu'on puisse lui donner la parole, d'autant plus que la phrase qu'elle vient de me dire m'a beaucoup frappée, qui est de dire mais à quoi ça sert? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui devraient être les passeurs, savent tout. Et nous, de ma génération, me dit Madame Haïm, nous ne savons plus rien. Alors à quoi servons-nous? C'est magnifique. C'est vrai. Bon. Mais je veux dire, je respecte infiniment et je prends une grande en écoutant Mme Haïm, toujours des propos très sages, et de dire si nous devons faire quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment d'élever nos jeunes, de faire en sorte qu'ils soient plus à l'écoute, de faire en sorte qu'ils soient plus dans la compréhension, dans la vigilance, et qu'aujourd'hui, et le grand message que nous pouvons passer, c'est de servir à quelque chose. Et qui est contre, et on entend toute la journée. J'ai vécu tout ce qui se passe maintenant, on l'a vécu au Sanctu quand j'étais enfant, adolescent, et là, ça me rend malade. Pas pour moi j'en ai plus pour très longtemps, mais ma petite fille, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, dont un vient de naître et qui a 15 jours, quel avenir on lui donne? Quand on entend ce qu'on entend, quand on prend la Radio Shalom, quand on prend les émissions I24, et partout on entend des attentats, des assassinats. Mais moi, je l'ai vécu tout ça, et je me dis, mais ça s'arrêtera jamais, et c'est pire maintenant qu'avant. Pire, parce que c'est au grand jour, avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui se transmet à l'instant où ça arrive, c'est pire. Il faudrait vivre comme avant. Avant, c'était merveilleux. Pour moi, c'était merveilleux. Et parce qu'on était entourés, les gens s'entraidaient. Maintenant, c'est moi d'abord. Moi d'abord. Et alors, plus personne. Mais vous êtes là. Moi, je suis vous, je dis, je vais voir ce que ces jeunes vont dire. Mais vous êtes tous des convaincus. Et comment convaincre la majorité des gens? On est une minorité, nous. On ne peut pas faire grand-chose maintenant. Mais tout le vécu, je suis née en 1927. Donc j'ai vécu toutes les guerres, la déportation, 37 personnes de notre famille déportées, des oncles, des tantes, mes grands-parents paternels, quantité de gens. Alors, et j'ai vécu mes parents qui ont perdu leurs affaires par les Allemands et par les Français qui nous ont dit vous avez été spoliés par des Français, on ne peut rien faire. Voilà. Et voilà. Et la délation, on l'a connue, les gardiens d'immeubles, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Je dis, mais ça c'est nous, mais ça c'est moi. Et vraiment, j'en peux plus. Parfois, je me dis, quel avenir vous allez avoir? Quel avenir? Il faut vraiment se battre énormément. Parce qu'il n'y a plus, en plus, avant, il y avait la solidarité. Tout le monde s'entraidait, tout le monde était à l'écoute des autres. Et nous avons été élevés comme ça, avec le partage. Maintenant, quand quelque chose arrive, tout le monde se sauve. Il n'y a personne pour aider l'autre. De mon point de vue.
Et quand je vois tout ce que je vois, ça me rend triste parce que j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu avec les Allemands, avec mon père résistant, avec tout. C'est énorme, quelquefois je crois que je vais exploser. Mais je ne peux pas dire, j'ai trop à dire, alors je ne dis rien, mais j'écoute, j'espère, enfin, en vous voyant, ça c'est réconfortant, mais vous êtes malheureusement une minorité. Alors maintenant on entend parler, mais je ne peux pas vous raconter ma vie elle est pleine de choses superbes, de miracles, effectivement, d'un vécu. Non, je ne peux pas vous raconter, j'ai trop. On a sauvé des enfants, vous voyez maintenant, je ne sais même pas si on commémore leur plaque. C'est en ce moment, on devrait commémorer. Je ne sais pas si on l'a fait. Des petits-enfants que j'ai sauvés, qui ont malheureusement été déportés, un bébé de 9 mois qu'on a ramené à la maison, des gens qu'on a prévenus et qui sont venus me remercier il y a quelque temps parce que je les avais, grâce à eux, elle a vécu cette personne, elle a eu un fils et des enfants, elle me remercie, elle a retrouvé mon nom, elle se demandait si j'existais. Il y a plein de choses. Et puis j'ai vécu avec une grand-mère merveilleuse qui venait de Pologne aussi et qui nous a transmis, mais moi, j'ai personne autour de moi qui me demande à savoir, qui veut des souvenirs, personne autour de moi, alors j'entends, j'écoute. Hein? Nirou? Non. J'entendais pour des jours et des jours. J'avais la guerre, Jeunesse, va parler. Je suis très content qu'on ait pu vous entendre, Madame Naïm. Si, pour... Mais... Alors, deux choses justement. On remercie Anne d'avoir insisté. C'est le premier point. Le deuxième point, quand vous dites que vous avez des choses à raconter, justement, c'est on a ici, vous aurez, parce qu'on a justement ici toute une série de personnes qui sont là pour écouter et transmettre notamment. Et surtout, j'aimerais dire, vous avez tout à fait raison de n'avoir aucun espoir, dans le sens où c'est vrai. Quand on regarde l'histoire, à la lumière de l'histoire, on était assis ensemble, l'un à côté de l'autre, le soir du Seder, et on a chanté ce texte dans la Haggadah qui nous dit « Ve'ish Amda la Avotenu Velano » et dans chaque génération, s'est levé contre nous, contre les faibles parmi nous, quelqu'un qui a voulu nous détruire. Et donc, et ça continue, et ça continuera probablement toujours, tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura un bouc émissaire, que ce soit les Juifs ou un autre groupe, tant qu'il y aura des êtres humains, l'homme sera un loup pour l'homme. Et bon, ça, c'est une donnée fondamentale. C'est désespérant, mais on n'a pas le choix. Et donc, la seule question, c'est le fait qu'effectivement, c'est tout à fait désespérant, mais on a été placé sur cette terre, et c'est peut-être naïf de dire comme je vais le dire, mais si on veut continuer à vivre, on doit accepter cette donnée et continuer à lutter pour notre vie en tant qu'humain, pour notre vie en tant que groupe, avec cette donnée qui est là, qui restera toujours présente, la force de destruction, la pulsion de mort, quel que soit le nom qu'on lui donne, et nous, en parallèle, si on est croyant que c'est à l'image de Dieu, si on l'est peut-être un petit peu moins avec l'idée que la vie a un sens et qu'elle mérite d'être vécue, et Ein Brera, on dirait en hébreu, il n'y a pas de choix. Et donc, vu qu'on n'a pas le choix, on va essayer de se montrer digne et de garder un petit peu d'espoir, puisque c'est finalement la seule chose qui est indestructible. On peut prendre des vies, on peut prendre des richesses, on peut détruire toute une série de choses, mais tant qu'on a une vie, tant qu'on a un souffle, il y a un espoir. Encore une dernière phrase en hébreu, Gam or katan, meyer bachosher, même une toute petite lumière peut éclairer dans l'obscurité. Et s'il s'agit de dire un dernier mot, j'aimerais que ce soit celui-là. Merci à nos 4 intervenants.
Vous avez au fond de la salle quelques photos de Karine Bouvatier qui ont été exposées. Karine, vous êtes venue avec le livre et si certains veulent le consulter, c'est encore possible. Les uns et les autres sont là pour montrer aussi les livres édités par Pierre et nos intervenants pour répondre à vos questions, parler des podcasts qu'ils réalisent et des projets en ligne. Merci à tous. Merci.